Docteur Amat, bonsoir. Bonsoir Fred. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Comment est structuré le secteur de la pharmacie au Sénégal et quels en sont les défis? Bien évidemment, comme vous venez de le préciser, je suis le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, qui se trouve être un établissement public à caractère professionnel, qui est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Je pense que l'une des missions phares de l'Ordre est une mission de santé publique à travers le déploiement des activités des professionnels, que sont les pharmaciens. Du point de vue de la structuration, en fait, l'Ordre est organisé en entités tout à fait isolées, avec un niveau d'indépendance dans le cadre véritablement des délibérations par rapport aux dossiers qui leur sont soumis. Alors, nous avons le Conseil national qui est en fait l'organe de délibération, qui a à sa tête le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, accompagné par 8 autres conseillers, parmi lesquels nous avons quand même un magistrat qui nous vient de la Cour suprême. Parallèlement effectivement à cet organe de délibération, il y a également 2 sections qui regroupent les pharmaciens du secteur privé et les pharmaciens du secteur public. Et chaque section est dirigée par un président avec des membres pour constituer quand même le conseil de délibération de la section par rapport à des dossiers qui sont spécifiques aux pharmaciens appartenant à tel secteur ou tel autre secteur. Parmi les missions, je pense que la plus prépondérante et la plus déterminante est la mission de santé publique. Donc l'ordre veille sur le respect des devoirs professionnels des pharmaciens à travers effectivement une obligation de respect de la réglementation en vigueur et des textes législatifs pour que le pharmacien soit en phase avec tout ce qui organise la profession. Maintenant, parallèlement à cette obligation de respect des principes législatifs et réglementaires, il y a également un code de déontologie qui oblige le pharmacien à un niveau de conduite, un comportement. Parce qu'appartenant à une profession, donc il y a en fait un minimum de profil qui lui est reconnu pour pouvoir quand même faire preuve de préservation de l'honneur quand même de cette profession à laquelle il appartient. Et quels en sont les défis aujourd'hui? Je pense que s'il faut l'analyser, c'est de manière transversale qu'il faudra le faire. Nous avons déjà le problème du secteur de l'officine, parce que quand les pharmaciens diplômés sortent de l'université, il n'y a qu'une seule forme de débouché qui s'offre à eux, c'est d'aller en fait ouvrir une pharmacie. Dans un pays où le contexte social est un peu particulier, le niveau de vie des populations et autres, je pense que quand même c'est un secteur qui va vers un peu la saturation. Je pense que tous les pharmaciens ne peuvent pas en fait devenir des pharmaciens d'officine, d'où la nécessité de réfléchir sur des perspectives qui pourront permettre l'intégration, leur insertion et la réorientation du cursus du pharmacien. Je pense qu'il n'y a pas que ce secteur. Donc en dehors de cela également, il y a les pharmaciens qui opèrent dans le secteur du laboratoire, donc qu'il va falloir assainir, mais qu'ils partagent avec des médecins et d'autres professionnels. Donc c'est ce qu'on a qui est organisé avec une réglementation tout à fait spécifique que l'on appelle la législation biomédicale. Donc les laboratoires cherchent à mieux s'organiser pour pouvoir quand même se donner beaucoup plus de chemin par rapport quand même à leur mission et par rapport quand même à tout ce qui touche l'organisation de ce secteur. Il y a également aussi le secteur de l'industrie pharmaceutique qui est le parent pauvre parce que dans un pays où nous avons pratiquement plus de 95% d'importation des médicaments, je pense qu'il y a lieu effectivement de trouver les moyens pour relever ce défi. Mais parallèlement à cela, il y a aussi également les pharmaciens qui excellent dans le domaine de la répartition, de la distribution des médicaments, qui sont communément appelés les grossistes, donc qui assurent en fait l'accessibilité des médicaments auprès des officines, qui sont effectivement des établissements qui permettent la mise en place auprès des populations. Donc ce sont des secteurs qui sont tout à fait isolés. Mais face à ce secteur privé, il y a également ce que l'on appelle le secteur public. Des pharmaciens qui sont au niveau des établissements sanitaires où la gestion du médicament quand même leur est confiée. Et c'est des gens également aussi qui se trouvent confrontés quand même quelque part à des difficultés du point de vue de leur plan de carrière et du point de vue en fait de leur reconnaissance quand même en tant que des professionnels de santé par rapport à la structuration quand même de ces établissements-là. Donc les défis sont énormes et je pense que de ce point de vue, l'ordre essaie de mieux s'organiser pour permettre quand même à chaque pharmacien de pouvoir s'épanouir à travers quand même le strict respect des devoirs professionnels. Parce que l'ordre a pour interlocuteur les professionnels, les pharmaciens. Il y a des pharmaciens diplômés qui, pour une raison
ou une autre ont tenté d'adhérer à l'ordre et que leur dossier n'a pas été accepté. L'inscription à l'ordre répond à un certain nombre de critères. Donc, si les critères sont remplis, rien ne s'oppose à ce qu'effectivement le pharmacien puisse s'inscrire à l'ordre. La question, c'est de savoir quelles sont les conditions d'adhésion à l'ordre et est-ce qu'il y a des pharmaciens diplômés qui n'ont pas rempli les conditions pour y adhérer et pour cela. Pour exercer, il faut d'abord s'inscrire à l'ordre. Nul ne peut exercer son art pharmaceutique sans être sur le territoire national, sans être inscrit à l'ordre. Et je pense que maintenant, il y a un prolongement par rapport à cette disposition, parce qu'on ne parle plus effectivement de nationalité, mais on parle de circulation communautaire. Donc, de ce point de vue, donc, ça tient compte du diplôme du pharmacien, de sa moralité et également de son appartenance à la communauté en tant que telle. Donc, également aussi, il faut justifier quand même d'une activité qui prouve le pourquoi de cette inscription-là. Je pense que si les conditions sont réunies, rien ne s'oppose à ce que le pharmacien puisse quand même être inscrit à l'ordre. Maintenant, il arrive que des dossiers ne soient pas complets ou bien que les conditions ne permettent pas l'inscription de ce pharmacien. Mais cela, en fait, est géré au niveau d'une section qui est spécialement dédiée par rapport quand même à cet aspect qui relève de l'inscription des pharmaciens. Donc, c'est la section B ou bien la section A. Si le pharmacien du secteur privé exprime le besoin effectivement de s'inscrire à l'ordre pour exercer une activité professionnelle, donc il dépose son dossier au niveau de cette même section, au niveau de son secrétariat, pour que, à la suite d'une délibération, les gens puissent statuer par rapport à la nécessité de l'inscrire ou de rejeter son inscription. Donc il en est de même au niveau aussi du secteur public. Alors, il semblerait que les pharmaciens qui sont diplômés de Saint-Christophe auraient des difficultés à adhérer à l'ordre. Adhérer dans difficulté, je ne pense pas, parce que depuis que le problème de l'équivalence du diplôme est mis sur la table, rien ne s'oppose à ce que ces derniers puissent s'inscrire. Ce qui est demandé, effectivement, quand ils viennent avec ce diplôme, qui est un diplôme d'établissement, les gens, en fait, le conseil demande l'équivalence du diplôme pour que nous puissions statuer. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, en fait, autoriser l'exercice de la profession à des gens qui ne répondent pas quand même à leur statut et à leur profil de pharmacien. Donc c'est tout simplement cela. Et je pense que cela est en train de s'étendre au niveau de la communauté parce qu'il y en a certaines universités qui aujourd'hui se sont mieux organisées au point de pouvoir répondre quand même à ces critères et ces exigences-là. Je pense qu'aussi il y a ce que l'on appelle l'organisation en charge effectivement du contrôle des activités des universités, aussi bien publiques que privées. Docteur Amagnan, vous êtes aussi le président de l'Interordre, qui est une trouvaille entre l'ordre des médecins, l'ordre des médecins vétérinaires et l'ordre des pharmaciens. Quel rôle joue concrètement cette nouvelle organisation? L'Interordre que je dirige et qui est une structure qui regroupe l'ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des vétérinaires. Je pense que c'est une stratégie tout à fait efficiente qui rentre dans le cadre vraiment du partage des expériences et de pouvoir quand même coordonner par rapport à des préoccupations majeures. Parce que chaque ordre se trouve lié à l'autre par rapport à un certain nombre d'obligations réglementaires et législatives. Donc du point de vue de l'exercice. Nous avons pratiquement la même stature du point de vue organisation, du point de vue missionnaire. Donc de ce point de vue, les ordres ont jugé la nécessité, et ça a été une recommandation effectivement de l'UEMOA, qui fait part de la nécessité de s'organiser en communauté interne, regroupant l'ensemble effectivement des ordres. Et au sein de l'UEMOA, ce n'est pas seulement effectivement les ordres des professions médicales, donc toutes les autres entités qui répondent quand même à d'autres catégories de professions se sont organisées de la même sorte. Je pense que c'est pour pouvoir se frayer beaucoup plus de chemin, c'est pour pouvoir répondre d'une seule voix, c'est pour pouvoir également aussi partager des mêmes préoccupations au cas où effectivement il y aurait des empiètements ou bien quelque chose qui ne serait pas en fait à l'image de ce qu'on attend de la mission de ces ordres. Parce que tous les ordres sont investis des mêmes missions de santé publique et du respect des devoirs professionnels. Donc de ce point de vue, aller vers un élan collégial, aller vers un élan communautaire permet effectivement de gérer les problèmes en une seule entité et de pouvoir quand même se donner l'opportunité de s'entraider, l'opportunité de s'ériger en force par rapport quand même au respect des obligations qui garantissent l'exercice en tant que tel. Parce que les ordres ne sont pas comme des syndicats et de ce point de vue, la préservation de l'honneur
de la profession constituent leur préoccupation majeure. Et là, ça ne peut passer qu'à travers, effectivement, le respect des textes qui réglementent ces professions-là. Est-ce que ça permet quelque part de faire une certaine balance? Chaque ordre reste vigilant par rapport à ce que l'autre fait? Pas du tout, parce que nous n'avons pas le droit de s'immiscer quand même aux actions des ordres. Parce que chaque ordre se montre souverain par rapport quand même au déploiement. Il arrive des fois même que nous ayons quelques différences du point de vue de l'organigramme, du point de vue des statuts qui réglementent les ordres. Par exemple, donc, chez nous, aujourd'hui, le rôle de président est dédié à un pharmacien du secteur privé. Alors que dans d'autres ordres, on peut voir effectivement un président venant en fait du secteur public et autres. Donc, ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est d'avoir en fait un élan communautaire, un élan de groupe, un élan institutionnel regroupant en fait l'ensemble des entités pour pouvoir quand même partager, échanger et se donner l'opportunité à chaque fois que des questions qui touchent la santé à travers le regard des ordres puissent quand même constituer une préoccupation du groupe. Et je pense que ça a été l'exemple avec la médecine traditionnelle où l'interordre se devait quand même de se prononcer pour pouvoir quand même alerter et faire de telle sorte que la démarche puisse répondre aux attentes quand même des populations et des différents ordres. Parce que les ordres sont des professions réglementaires, donc reconnues à travers des monopoles qui sont dédiés sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique, sur le plan vétérinaire et sur le plan de la médecine dentaire. Donc, il est important pour pouvoir quand même organiser une autre professionnelle de faire de telle sorte que les gens puissent réfléchir ensemble en vue de déterminer jusqu'où il n'y aurait pas d'empiètement dans les prérogatives des ordres ou bien des professionnels les unes vis-à-vis des autres. Vous avez donné l'exemple de la médecine traditionnelle. À part ça, quelles sont les actions concrètes de l'interordre sur le terrain? Les actions de l'interordre sont des actions pratiquement qui constituent un prolongement des différents ordres. Aujourd'hui, nous avons un droit de veille par rapport quand même à tout ce qui touche la vie des catégories professionnelles de la santé. Donc, nous nous réunissons pour essayer d'améliorer davantage le cadre institutionnel. Nous nous réunissons également pour faire de telle sorte que les manquements observés au niveau de certains ordres puissent être corrigés. Par exemple, le problème de l'exercice illégal constitue une préoccupation majeure de l'ensemble des ordres. Maintenant, en allant dans un élan de solidarité et dans une démarche tout à fait synergique, on peut parvenir effectivement à rappeler à l'autorité la nécessité de faire de telle sorte que, effectivement, qu'on puisse assainir le milieu pour mieux préserver la santé des populations. Donc, sur le plan des textes aussi, l'avancement par rapport à l'avancée des textes, aujourd'hui, tous les ordres ont reconnu le fait qu'il y a une certaine vétusté des textes qui organisent les professions médicales. Donc, de ce point de vue, il fallait effectivement intervenir auprès de l'autorité pour faire de telle sorte que ces textes puissent connaître des avancées énormes en vue de les adapter au contexte actuel de l'évolution de la santé.